Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'échange sur le thème inclusion financière et autonomisation des populations à faible revenu, une perspective d'approche centrée client au Bénin, au Togo et au Mali. Je suis Elisabeth Kibité-Kuet, partenaire associée du cabinet Microsafe Consulting et responsable du développement des services financiers numériques pour la zone Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Depuis 25 ans, Microsoft Consulting évolue dans le domaine de l'inclusion financière, économique et sociale. Elle contribue à l'évolution du secteur à travers la recherche de l'assistance technique à ses partenaires et aussi à travers le développement de programmes de formation via son institut ELIX créé depuis 10 ans. En collaboration avec son partenaire RCBF, la Swiss Capacity Building Facility, nous avons organisé ce webinaire dont l'objectif est principalement d'informer sur les pratiques réussies développées dans des institutions soucieuses de contribuer significativement à l'amélioration de l'inclusion financière en tenant en compte des réalités des populations dans leurs pays respectifs. Mais aussi, notre objectif secondaire est de mettre en lumière quelques enjeux et défis de l'inclusion financière dans la zone UMOA en général. Pour nous entretenir sur ce sujet, nous sommes accompagnés d'un panel de haute qualité composé de 5 personnes. Alors, je vais commencer par la dame. Nous sommes avec Madame Jacqueline Dabo, directeur de l'inclusion financière à la BCAO. Madame Dabo est macroéconomiste de formation avec plus de 20 ans d'expérience en finance. Elle est en charge de la gestion des aspects réglementaires des services financiers numériques à la BCAO, mais aussi de la supervision au général des activités monétiques, du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UMOA en général. Bienvenue. Je continue avec les hommes du panel. Je commence par Monsieur Boubacar Diallo. Il est le spécialiste en finance inclusive à la SCBF et économiste de formation depuis plus de 20 ans. Il travaille dans le développement d'initiatives en inclusion financière, principalement dans la zone Afrique subsaharienne. Et actuellement, il est en charge du développement du portefeuille de la SCBF en Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi Monsieur Mathieu Soglonou qui porte plusieurs casquettes. Il est directeur général de la CIF, qui est la Confédération des institutions financières d'Afrique, qui est dans différents pays, dont le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Mais aujourd'hui, il va nous parler plus du Bénin. Alors, il a plus de 20 ans d'expérience lui aussi et il travaille non seulement à la CIF, mais aussi dans différentes fondations et associations. Nous avons ensuite Monsieur Alou Keita, qui est le président de l'ONG Camid au Mali. Alors, Monsieur Alou Keita est agroéconomiste et a passé près de 30 ans au service de la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales au Mali. Il œuvre aussi pour l'éducation et l'autonomisation des populations. Il est le fondateur et le directeur président de l'ONG Camid. Et enfin, nous avons Monsieur Antoine Eda, responsable financier et comptable de l'institution microfinance à Silassimé, au Togo. Il est spécialiste en finance inclusive et en transformation digitale des institutions financières. Depuis plus de 15 ans, il travaille sur des projets ayant pour objectif ultime d'améliorer les conditions de vie des populations pauvres et de faciliter l'adoption de pratiques écologiques en milieu rural. Alors, avant de passer aux choses sérieuses, quelques modalités pratiques. Première chose, vos micros et vos caméras devront être et rester fermés pendant tout au long des échanges. Cela signifie que nous ne pourrons pas vous voir ni vous entendre, mais vous devriez pouvoir nous voir, nous entendre. Au cas où ce n'est pas possible, faites-le nous savoir dans le chat pour que les équipes techniques qui travaillent dans l'ombre puissent vous aider à résoudre ce problème. Deuxième chose, le webinaire sera traduit en anglais. So, for all the English-speaking people in the room, please make sure that you go to the menu and click on translation and then choose English to be able to follow the debates and all the discussions during this webinar. Thank you for attending. Et enfin, ce webinaire sera enregistré
pour que nous puissions vous le renvoyer plus tard. Donc, restez, comme je le disais, au maximum avec vos caméras fermées, surtout si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement final. Retournons au panel. Merci encore une fois à tous nos valeureux panélistes d'être présents aujourd'hui. Alors, les derniers rapports publiés par la BLCAO font état d'un taux de bancarisation d'autour de 42,4% dans la zone UMOA. Et nous avons environ 84% pour le Bénin et même chose pour le Togo, alors que le Mali est, lui, autour de 30%. Ça, ce sont des chiffres de 2021 publiés par la BCAO. Et selon Global Findex, en moyenne, 42% des populations rurales ont accès à un compte. Et parmi ces dernières, seulement 10% ont accès à un crédit dans une institution financière formelle. Pour nous aider à mieux établir le contexte, Madame Dabo, pouvez-vous nous donner un aperçu général de l'état de l'inclusion financière dans la zone UMOA et aussi nous parler de l'éducation financière, sachant que l'éducation financière est l'outil qui va permettre et aider ces populations-là à pouvoir mieux adopter et utiliser les services financiers digitaux. L'inclusion financière évolue très bien dans notre zone. Lorsqu'il s'agit d'examiner les coûts de services financiers qui sont mesurés par les taux d'intérêt des dépôts et également les taux d'intérêt des crédits, il ressort que sur la période des 6 dernières années, le taux d'intérêt nominal appliqué sur l'épargne des populations a malheureusement connu une légère baisse de 3 points de pourcentage en raison essentiellement de l'inflation, mais que le taux d'intérêt appliqué sur les crédits a également connu une importante baisse de 42 points de pourcentage. Voilà ainsi la situation de l'inclusion financière au plan régional, mais qui peut également être effectuée de manière spécifique pour le Bénin, le Mali et le Togo, qui sont particulièrement concernés par ce webinaire. Alors, au Bénin, le taux global d'utilisation des services financiers est ressorti en 2022 à près de 87%, contre 69% en 2016. Et la contribution du secteur de la microfinance à ce taux est passée de 36% à 50%. Au Mali, nous avons également relevé que pour un taux global d'utilisation des services financiers qui se fixe aujourd'hui à 60%, la contribution du secteur de la microfinance est près de 14% en 2022. Et au Togo, le taux d'inclusion financière qui se situe à près de 87% en 2022 a augmenté de près de 20 points de pourcentage par rapport en 2016. Et sur la même période, le taux d'utilisation des services de microfinance est ressorti à 55% contre 49% 6 ans plus tôt. Pour ce qui est de la seconde partie de mon intervention qui porte sur la question de l'éducation financière, je dirais qu'elle est d'autant plus importante dans l'Union que 2 tiers de la population vit en milieu rural et que près de 47% des adultes ne sont pas alphabétisés. Donc, la situation dans les États en termes d'inclusion financière est généralement marquée par un niveau d'alphabétisation qui est insuffisant, conjugué à une faible culture financière des populations. Il est également relevé une absence de leadership affirmé pour porter une vision nationale en matière d'éducation financière. Et nous voulons également ajouter à ces constats une insuffisance de compétences techniques dans la mise en œuvre des actions d'éducation financière. Et enfin, la faiblesse des ressources financières publiques qui ne permettent pas de mettre en œuvre les actions irrelatives, sachant que les autres acteurs impliqués dans la conduite des actions d'éducation financière également ne disposent pas de ressources conséquentes pour la mise en œuvre des activités. Donc voilà, Madame le modérateur, comment se présente la situation de l'inclusion et de l'éducation financière dans l'UEMOA. Non, nous retenons que des efforts sont notés, mais il y a encore des chemins à parcourir et la Banque centrale, à travers un certain nombre de projets, y travaille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dabo, pour cet état général de l'inclusion financière en zone UMOA. Nous retenons évidemment qu'il y a des progrès
Il y a beaucoup de progrès qui sont visibles, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et c'est la raison pour laquelle des initiatives portées par des institutions comme la SCBF, elles sont intéressantes pour pouvoir contribuer significativement à cette amélioration. Alors, je vais passer chez vous, Monsieur Boubacar Diallo, qui représentait la SCBF. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que la SCBF fait comme travail en matière d'inclusion financière, mais surtout, quels sont les projets, les types de projets qui sont financés en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup, Madame le modérateur. Permettez-moi de remercier tous les panélistes qui ont bien voulu donner de leur temps pour nous informer, particulièrement la Banque centrale qui a bien planté le décor pour cette question. Je voudrais saluer également tous les participants, tous qui ont voulu prendre part à ce webinaire. Alors, SCBF, comme on dit, c'est un fonds. Donc, c'est une facilité qui est le fruit d'un partenariat public-privé dont l'objectif essentiel est de booster l'inclusion financière au niveau détail, vraiment, pas au niveau des politiques, mais au niveau des projets particuliers, au niveau des institutions financières. Et de manière plus pratique, nous cherchons à, accorder des subventions d'assistance technique aux institutions financières pour les aider à développer de manière très concrète des produits ou services pour les bénéfices des populations à faible revenu de façon générale. Donc, et ces populations qui sont généralement les plus financiers classiques. Donc, je vais parler des femmes en général, je vais parler des micro-entreprises, je vais parler des jeunes, je vais parler des populations rurales qui sont vraiment exclues généralement du système financier classique, normal. Alors, le fonds est un fonds relativement jeune qui a été créé depuis 2011 seulement, mais il est actif dans 4 régions du monde. Donc, la cible, c'est ce qu'on appelle le Sud global, donc les pays en développement en général. Les ciblés incluent l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et bien sûr l'Afrique subsaharienne. Bien que le fonds soit jeune, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une cinquantaine de pays qui sont bénéficiaires de ce fonds, qui a permis de toucher à peu près 3,4 millions de personnes avec les produits et les services qui ont été développés à travers 188 projets qui ont été développés dans ce pays. Et la clientèle est constituée à 64% de femmes et 53% des personnes vivant en milieu rural. Alors, au niveau de la région Ouyo-Moi, que moi je dirige, on a financé au total à peu près 35 projets d'inclusion financière. Et ces projets ont concerné des produits d'assurance. Certains ont concerné les produits de crédit, d'autres ont concerné des produits d'épargne ou de paiement. Il y a également des combinaisons de produits qu'on retrouve dans le portefeuille. Et au total, à peu près 200 000 personnes ont bénéficié de ces produits et de ces services à travers ces projets que nous avons financés. Donc, tous ces projets que je viens de mentionner, que ce soit des projets qui ciblent les produits d'assurance, de crédit, d'épargne, d'une façon ou d'une autre, inclut une composante inclusion, éducation financière, parce que nous sommes persuadés que c'est une composante essentielle qui va accompagner l'inclusion financière, surtout que dans notre région, il y a beaucoup d'innovation financière, il y a beaucoup de digitalisation des produits et services que nous voyons, et c'est critique que ces produits innovants soient accompagnés d'une éducation financière appropriée si on veut que la population tire le plus grand bénéfice de ces produits. Donc, voilà un peu globalement ce que c'est que SCBF, ce que nous faisons, les genres de projets que nous avons mis en œuvre dans la région. Aujourd'hui, les 3 projets qui seront présentés sont 3 projets qui sont issus de notre zone, de la zone UEMOA. Merci, Madame le modérateur. Merci à vous, Monsieur Diallo.
Donc, ces initiatives sont plus orientées vers les femmes, les zones rurales. Et nous avons justement suivi les institutions qui ont bénéficié de certaines de vos attentions, notamment au Togo, au Bénin, au Mali. Et nous nous sommes rapprochés de ces institutions. Nous avons recueilli aussi quelques témoignages de leurs clients. Et je vous invite à regarder avec moi ce mini-film qui a été fait pour vous. Oui, c'est bon. Merci. Avec le son? Oui. SCBF apporte une assistance technique à ses partenaires du secteur financier afin de développer et de mettre à l'échelle des produits, canaux et services financiers innovants centrés sur le client dans les pays en développement. Ils ont choisi de se concentrer sur le Bénin, le Mali et le Togo pour un premier projet dont l'objectif principal est de comprendre les résultats, les défis, les impacts ainsi que les leçons tirées de la mise en œuvre des programmes sélectionnés. Chaque pays a évidemment ses spécificités. Dans le cadre de ces missions ou ces objectifs qui consistent à favoriser l'inclusion financière des femmes, le CAMED a mis en place une méthodologie appelée la méthodologie IRDM qui consiste à organiser les femmes, à les structurer, à les former sur les modules tels que l'éducation financière et après les mettre en relation avec les institutions de microfinance et notamment l'institution de microfinance Benso Djamanou qui est un partenaire un peu particulier de CAMED. Ay groupe yɛrɛ dɛmɛ an y'a la ko dɔ kamidi fɛ yen kamidi mɔgɔw de tun y'a ta ka pɛrɛn kɛ u bɛ s'an ma u bɛ na ka na enquête kɛ ka baaraw bila sen na donc baaraw bilalen sen kan tuma min na faamuyaliw kɛra hindu tilara ka na donc an ni hindu ye tile 15 kɛ baara la fɔlɔ baara kun fɔlɔ kɛra tile 15 pour que ka tɔnmisɛnmaninw sigi donc tɔnmisɛnmaninw ka ko dɔnna tuma min na tɔnmisɛnmaninw sinsinna tuma min na donc kamidi y'a cɛsiri ka se bɛnso ma ka juru ɲini k'an dɛmɛ ka baara kɛ n'a ye k'an ka baaraw fɛ. C'est surtout une adaptation des produits financiers que Benso a accordé aux femmes. Il y a eu une réduction par rapport au taux à 12% là, au lieu de 18%. Pas de frais de dossier, ni de fonds de solidarité décès, ni la caution. C'est une durée inférieure à 12 mois. Mais si ça ne yɛlɛma donna kow la musow tɛgɛ bɛ baara la an bɛ tɔw na ka sɔrɔ yiriwa an ye sɔrɔw kɛ an bolo bɛ baara la an bɛ baara la an bɛ sanni feere la an ye sɔrɔba kɛ donc sisan no dumuni min diya i bɛ se k'o tobi n'an bɛ baara min na an denw bolo b'a la u b'an dɛmɛ an cɛw b'an dɛmɛ donc a ye bɛn fɛnɛ sabati ka bɛn sinsin du kɔnɔ la. Au Togo, Achille Assime, afin de contribuer au développement durable du Togo, a mis en place une méthodologie assez particulière qui est la méthodologie Amenovi, qui consiste par exemple au premier crédit à ne pas constituer de garantie financière pour le bénéficiaire, ce qui lui facilite quand même l'accès au crédit pour pouvoir entreprendre, mener des activités génératives de revenus pour pouvoir améliorer ses conditions de vie. Ma collaboration avec Achille Assime m'a permis d'avoir un crédit et investir dans mon entreprise de charbon. Avec ce revenu, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, payer les études de mes enfants. Malgré tout, j'arrive toujours à épargner. Achille Assime, pour faciliter les conditions d'accès à ces différents produits et services en milieu rural, a mis en place le service Gassiassi. Le service Gassiassi consiste à avoir accès à son compte depuis son téléphone, c'est-à-dire le bénéficiaire depuis la maison ou son lieu d'activité peut faire des opérations sur son compte, que ce soit des opérations de retrait ou de dépôt avec son téléphone
ce qui lui permet quand même d'éviter de se déplacer pour payer encore des frais de déplacement, et ça lui permet de gagner en temps. Ça nous permet de faire la transaction sans se déplacer. Même dans les marchés, nous pouvons facilement retirer, faire des achats et à tout moment retirer de l'argent et avoir un retour avec les SMS pour voir comment le compte est. Depuis les années 2007, nous avons créé ce produit d'épargne planifiée qui permet à toutes les couches de la population béninoise d'accéder au produit d'épargne. Tenez, avec 200 francs seulement, vous pouvez commencer par épargner. Nous avons évolué avec ce produit et aujourd'hui, il est digitalisé. Donc nous parlons d'épargne planifiée digitale qui permet aux populations en milieu urbain, en milieu rural, de pouvoir épargner depuis leur domicile, depuis leur lieu d'activité, d'accord, d'épargner et ensuite d'avoir du crédit lié à cette épargne. Nous avons créé ce qu'on appelle la facilité sur l'épargne planifiée qui permet à toute personne qui épargne régulièrement d'avoir un crédit qui lui permet de renforcer l'activité qui lui permet d'épargner. Donc, ce qui améliore les conditions de vie de tous les épargnants. Mon activité s'est beaucoup développée. Avant, c'était, disons, un petit kiosque pour les belles africaines. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sièges aussi. J'ai commencé avec 2000 francs la tontine et 200 000 francs de crédit. Aujourd'hui, je suis à 50 000 par jour et 15 millions de crédits. Le produit épargne planifiée digitale et le projet CBF en particulier, il y a eu deux grands objectifs, c'est de prendre de nouveaux membres, mais également d'assurer l'éducation financière de ces nouveaux membres. Il faut dire que ces 70 000 nouveaux membres et les anciens qui existaient dans le produit ont été tous éduqués financièrement. Quand on parle d'éducation financière, c'est permettre à ces populations de mieux gérer leur épargne, de mieux gérer leurs dettes, de mieux gérer les crédits qu'on leur donne et pratiquement de mieux planifier leur vie financière. Ces initiatives s'intègrent parfaitement à la vision des stratégies d'inclusion financière de chacun de ces pays pour une finance plus inclusive et avec plus de partenariats bénéfiques aux populations. La SCBF souhaite, elle, continuer à encourager et soutenir les institutions qui œuvrent pour une meilleure inclusion financière dans les pays en voie de développement, principalement en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, Rebecca, pour ce film. J'espère que vous l'avez aimé, tout comme nous. Vous avez apprécié entendre ces témoignages de tous ces clients et aussi de toutes ces personnes qui œuvrent pour l'amélioration et pour l'implémentation des approches. Alors, nous allons commencer par rentrer dans le vif du sujet de ces différentes approches. Et pour cela, je vais avoir besoin de M. Allo Keita du Mali, de Camide. Nous avons suivi tous dans la vidéo que vous vous intéressez principalement aux femmes et ces femmes vivent dans des zones rurales. On l'a bien compris aussi que la SCBF met un accent sur ces particularités. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment est-ce que vous avez procédé à identifier les besoins spécifiques de cette catégorie de population et qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir arriver à cette solution pour pouvoir répondre à leurs besoins? Okay. Merci Elisabeth. Bonjour chers participants et bonjour chers panélistes. Merci encore de me donner l'occasion effectivement de partager l'expérience de Camille. Nous, on a effectivement depuis 2005 dans notre réseau de microfinance Benso Diamanou, on s'est rendu compte qu'il y a très peu de participation des femmes au niveau des caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées. Et du coup, on a fait une analyse, on s'est rendu compte que même en diminuant les frais d'adhésion, les femmes ne venaient pas individuellement. Par exemple, en 2018, le taux de pénétration était de 17% pour les femmes. Et là, nous avons fait une première expérimentation de mettre en place des groupes solidaires modèle Grameen Bank
à partir de 2005. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'effectivement, malgré que les femmes venaient et prenaient le crédit dans le groupe, il y avait un sérieux problème effectivement de leadership et également de gouvernance au niveau de ces groupes. Et c'est là où effectivement, à partir de 2016, on s'est vraiment dit qu'on va chercher un modèle qui peut être effectivement cohérent et qui peut intégrer en plus de l'accès aux services financiers, de l'éducation financière. Et là, à partir de 2018, on a effectué cette première expérimentation dans une commune, dans 5 villages. Et ce qui est important dans cette approche, c'est qu'on donne l'opportunité aux femmes elles-mêmes de gérer d'abord leurs ressources, leur épargne. Et à partir de leur épargne, elles initient le petit crédit au bout de 6 mois. Et quand elles arrivent effectivement à maîtriser cette gestion à travers la fiche hebdomadaire que nous mettons en place, et tout de suite, on les met en relation avec l'institution de microcrédit. La première commune, on a expérimenté, il y avait au total 112 femmes dans 2 guichets qui étaient dans la commune, qui étaient membres. Et ces 112 femmes, il n'y avait même pas 20 qui bénéficiaient du crédit. Et au total, c'était 1,6 million. Et au bout de 2 ans, nous avons pu toucher plus de 2500 femmes dans cette première commune. Et le volume de crédit octroyé en 2022 était de 284 millions. Donc, pour nous, c'était vraiment une occasion d'abord de s'intéresser à ce que les activités de l'épargne et crédit au niveau de la caisse villageoise puissent se développer. Et puis de deux, de prendre en compte cette population démunie qui est quelque part exclue du système financier. Et cela nous a permis effectivement de faciliter aujourd'hui l'accès aux services financiers à un nombre important de femmes dans les villages où on a amené cette approche. Merci. Alors, nous avons suivi dans l'intervention tout à l'heure de Madame Dabou que les problématiques d'alphabétisation sont toujours élevées. Et vous avez parlé du besoin de leadership à intégrer dans ces différents groupes qui ont été formés par ces femmes. Comment est-ce que vous pensez que l'impact a pu être atteint en mettant en place l'organisation que vous avez développée à travers ces femmes? Et comment est-ce que vous avez pu vous arranger pour que ces problèmes ou ces défis liés à l'alphabétisation puissent ne pas compromettre les objectifs poursuivis? Effectivement, quand on va dans un village, la première des choses, quand on met des groupes en place, là, on se demande est-ce qu'il y a une secrétaire de groupe qui peut tenir la fiche hebdomadaire d'épargne et de crédit du groupe. Et généralement, effectivement, on se rend compte qu'il y a très peu qui sont lettrés. Mais les seuls qui ont pu avoir un niveau de scolarité, même si ce n'est pas très élevé, au niveau de CAMID, nous les formons par rapport à la tenue et jusqu'à la comptabilisation des ressources en fin de journée pour vraiment présenter à l'ensemble du groupe. Et ces femmes qui maîtrisent effectivement les trucs essayent d'aider aussi les autres secrétaires qui n'ont pas le niveau dans les autres groupes. Par exemple, dans un village, s'il y a 2 qui sont des secrétaires bien formés et qui arrivent à bien maîtriser les trucs, et l'association du village qui est mise en place essaie de négocier avec ces dames pour pouvoir effectivement appuyer les autres secrétaires des groupes de telle sorte qu'à la fin de chaque semaine, il y ait une transparence. Parce que quand elles finissent de rassembler l'argent et d'octroyer le crédit, elles doivent confronter le solde théorique avec le solde physique. Et cela se fait en présence de toutes les femmes. Donc, cette méthodologie de faire apprendre par le comportement a beaucoup aidé effectivement les femmes pour nous de maîtriser cet aspect. Également, je voudrais dire un truc qui est important parce que dans la plupart des cas, souvent, on peut dire que quand il n'y a pas de personnes alphabétisées, ça peut être un frein. Et nous avons dit même au départ, dans des villages où il n'y a aucune femme qui n'est lettrée, elles peuvent avoir recours au service d'un lettré du village et certains l'ont fait. Et progressivement, au bout de quelques mois, elles sont arrivées elles-mêmes à remplir et tenir correctement les fiches avec la formation que ce dernier leur a donnée.
Ok. Donc, en réalité, l'apprentissage, le groupe, l'entraide et puis l'encouragement en termes d'évolution des autres membres du groupe, c'est là-dessus que vous avez misé. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis que vous avez relevés tout au long ou sur lesquels vous tombez tout au long de Oui, oui, en l'exécution tant du que, groupe? Oui. effectivement, le chef d'agence qui le disait, aussi un des problèmes est que même si les femmes démunies ont accès aux services financiers, est-ce que après avoir remboursé le crédit, il leur reste quelque chose? Nous avons quand même travaillé sur ce défi et d'ailleurs, c'est une des raisons qui nous a amené à revoir le taux d'intérêt, de faire 12% au lieu de 18 ou 24%. Et du coup, cela a permis effectivement de capitaliser, c'est-à-dire les différentes institutions dans le groupe des 15 femmes, l'ensemble des groupes du village s'associe en association villageoise. Et dans une commune, l'ensemble des associations vont vers la fédération. Et cela nous a permis aujourd'hui de toucher, par exemple, dans cette commune, plus de 2500 femmes sans mettre un agent de crédit pour l'institution de microfinance. Et ça, c'était un grand défi pour nous parce que dans la pratique, il faut 300 bénéficiaires pour un agent de crédit. Et c'est une des raisons qui nous a dit, comme les femmes arrivent elles-mêmes à tenir les supports d'épargne et de crédit au sein du groupe, et qu'elles sont vraiment encadrées par l'association villageoise et la fédération. Et du coup, on a réduit les taux d'intérêt et une marge de l'intérêt sont reçus par la fédération. Par exemple, l'institution octroie le crédit à 12% à la fédération. C'est la fédération qui répartit entre les associations et les associations répartissent entre les groupes. Et sur chaque institution, il y a il y a 4 points de marge à prendre. Et cela a permis d'abord de capitaliser, d'avoir un fonds propre pour la fédération, un fonds propre pour les VO et également un fonds propre pour les groupes. Et ça facilite même les remboursements. Cette méthodologie nous a permis d'atteindre des taux de remboursement de 100% par le fait que, en octroyant le crédit, on arrive également à capitaliser les différentes structures. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Donc, l'effet de groupe, l'effet de masse, l'encadrement, le leadership entre les membres et l'entraide entre les membres favorise l'éducation financière, favorise une meilleure discipline financière. Oui. Je vais me tourner vers Monsieur Mathieu Soglonou au Bénin. Nous avons vu ensemble que le service Gassi-Assi est la base de l'approche qui a été développée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels ont été les besoins spécifiques que vous vouliez adresser au moment où ce projet ou ce service-là a été développé et comment est-ce que il a été implémenté à votre niveau, au niveau de la FESECAM, notamment au Bénin? Ok. Merci beaucoup, Madame le modérateur. Bonjour, Mesdames, Messieurs les panélistes, chers participants. C'est toujours un privilège de partager avec un panel de haut niveau comme celui-ci et des participants aussi informés et acquéris que ça. Pour répondre à votre question, je présenterai d'abord mon organisation, la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe au niveau de l'Afrique de l'Ouest 6 fédérations de caisses de base, 5 pays, 5,8 millions de clients à date. Et nous sommes spécialisés dans la mobilisation de l'épargne, la distribution du crédit, dans le transfert, dans l'éducation financière. Nous développons beaucoup plus l'approche centrée sur le client parce que pour nous, le client est roi. Il a été roi, il est roi, il sera toujours roi. Nous sommes des dépositaires et des gérants des fonds publics et nous rendons compte. Au niveau de la FESECAM Bénin, dans le mouvement massif en général, nous avons initié la collecte de l'épargne, comme vient de le dire mon collègue de la FESECAM dans la vidéo. Nous avons eu ce privilège de co-créer avec la SCBF et d'autres partenaires ici un projet de transformation digitale de la collecte de l'épargne de la distribution du crédit, mais aussi de la distribution de l'éducation financière. Et ça, après avoir fait des études de marché, après avoir discuté avec les clients sur comment est-ce que nos institutions coopératives pouvaient être plus compétitives
avec l'apparition de nouveaux types d'institutions de microfinance. Et donc, nous offrons une gamme variée de produits, à savoir la collecte de la petite épargne à travers les TPE. Nous avons également la facilité de crédit. Nous avons des produits de transfert d'argent. Nous avons également initié des produits de banque to wallet, wallet to bank. Associe tout ça à l'éducation financière en présentiel, mais aussi en virtuel à travers des groupes WhatsApp que nous avons créés. Nous avons également créé des contenus en langue nationale qui ont été diffusés à travers des groupes WhatsApp à beaucoup de femmes et de jeunes. Et ce qui nous a permis, en mettant en place toutes ces batteries, de passer d'une épargne mobilisée de 14 millions de dollars USD en juin 2021. En juillet 2023, nous sommes à 132 millions de dollars USD, soit 10 fois. Nous sommes passés de 14 millions à 132 millions d'épargne mobilisée en mettant en œuvre le mécanisme de la digitalisation, de l'éducation financière virtuelle et présentielle. En matière de crédit mis en place, nous sommes passés de crédit physique de 1,4 million à 8,3 millions de dollars entre juin 2021 et juillet 2023. Et il est évident que ces différents progrès ont contribué à améliorer l'impact et les conditions de vie de nos populations. Nous avons fait des études d'impact pour nous rendre compte de comment est-ce que nous avons contribué aux objectifs de développement durable. Et nous avons obtenu que, au niveau de nos institutions, dans la communauté où elles opèrent, il y a eu environ 12% d'accroissement de la création d'emplois du fait du recrutement d'agents directs par ces institutions pour étendre leur portée en matière de collecte d'épargne. Au niveau de nos bénéficiaires des services d'épargne, d'éducation financière et de crédit, nous avons eu 131% d'accroissement de l'épargne, de l'emploi qui est créé. Les entreprises ayant plus de ressources avec la rapidité dans la distribution du crédit, mais également dans la constitution d'actifs, ont étendu leur business, ce qui a nécessité le recrutement d'employés secondaires, donc avec un accroissement de 131%. Et 90% de nos enquêtés nous ont confirmé que le nombre d'enfants qu'ils ont scolarisés a augmenté d'environ 80% parce que leurs revenus se sont améliorés. Ils ont pu payer la scolarité de leurs enfants. Ces enfants ayant été à l'école ont accédé aussi aux cantines scolaires, donc sont mieux nourris et mieux soignés. C'est ce que nous avons fait au niveau du Bénin, et ce que nous sommes en train de faire également au niveau du Togo, et nous sommes heureux d'être partenaires de la CBF dans le cadre de ce projet, et nous sommes également fiers d'être partenaires de la coopération suisse. Je vois Pascal Ramba connecté ici, donc nous sommes très fiers du partenariat que nous menons ensemble avec eux, et nous espérons étendre cela à d'autres pays, à d'autres régions, pour une transformation digitale totale avec un impact plus accru sur le social de nos communautés. Merci. Merci, Monsieur Sogono. Autant pour moi, j'ai parlé de Gassi assez évidemment, on parle bien ici de l'épargne planifiée. Alors, vous avez évoqué le fait que vous avez utilisé de la communication en langue locale. On parle d'approche centrée client. Moi, je voudrais bien comprendre qu'est-ce qui vous a inspiré à justement traduire tout ce matériel en langue locale pour pouvoir communiquer sur et faire votre éducation financière. Quel était le besoin que vous avez ressenti ou identifié? En fait, nous avons constaté que les groupes d'épargne et de crédit qui ont été constitués et créés par les femmes elles-mêmes et les petits producteurs avaient besoin, dans notre approche, d'être éduqués financièrement davantage. Nous avons également noté que ces cibles ont accès à la téléphonie mobile. On croit qu'ils n'en ont pas accès, mais ils en ont suffisamment accès. Et beaucoup ont également la téléphonie Android parce que toute la couche de nos populations aujourd'hui s'exerce
aux réseaux sociaux. Nous avons demandé, mais comment on peut faire pour que les réseaux sociaux, notamment le groupe WhatsApp, qui est utilisé pour envoyer des messages, soit plus utile. La question était posée aux femmes. Et ils nous ont dit, mais bon, si on pouvait nous aider à voir le contenu de nos formations sur WhatsApp, ça nous intéresserait. Nous avons dit, mais comment il faut le faire puisque nos formations sont pas en langue locale? Ils nous ont dit, mais si vous voulez nous écouter, traduisez-nous les formations en langue locale. Donc, on a pris parmi ces femmes, ces jeunes, ces paysans, des formateurs qui nous ont aidés à structurer davantage le contenu de l'éducation financière et nous ont aidé également à valider les capsules vidéo pour l'éducation financière en langue locale. Et aujourd'hui, c'est une chose qui est diffusée au niveau de la FISECAM Bénin et nous sommes en train de le faire aussi au niveau de la FISEC Togo, bientôt au niveau de fabrication au Sénégal et des caisses populaires au Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup. Juste avant de vous laisser et de passer à notre dernier panéliste pays, quel est le défi le plus important que vous avez eu à gérer dans ce projet? Ou un des Alors, principaux, bien sûr. ah oui, il faut dire que en termes de défis, hein, l'acceptation de la technologie pour collecter l'épargne, ça a nécessité au niveau de nos staffs, au niveau de notre management aussi, un accompagnement en matière de gestion du changement. Parce qu'on a fait tout un programme de gestion du changement qui était nécessaire. Parce que, bon, quand les gens collectaient l'épargne à la main, il y avait des habitudes qui n'étaient pas toujours au profit du client et de l'institution. Et donc, il fallait éliminer tous ces goulots. Donc, c'est un gros défi pour nous. Au niveau des clients aussi, il y avait le fait que certains agents indélicats pour nous, malheureusement, manipulaient les reçus au niveau des clients. Nous avons dû travailler avec notre fintech pour mettre un système de pointage pour que le client lui-même puisse lire le nombre de points à chaque fois qu'il fait les cotisations pour mettre ses ressources à notre disposition. Donc, tout cela, nous avons également travaillé pour mettre en place un tableau de bord pour faire le suivi de nos agents, pour nous assurer que les agents, quand ils disent qu'ils vont sur le terrain, sont sur le terrain, on a un suivi dynamique en temps réel de nos agents. Donc, vous pouvez, de votre bureau, savoir quel agent est dans telle zone aujourd'hui pour collecter auprès de quel client. Et dès que le maximum à collecter, enfin, nous avons fixé le seuil de caisse par agent collecteur. Dès que le seuil de caisse est atteint, nous recevons une alerte automatique. Et on appelle l'agent pour dire qu'il faut aller verser ta mise au sein de la caisse la plus proche. Donc, Merci beaucoup, monsieur Soglono. Donc, enfin, on va arriver au Togo. Je m'étais précipitée avec monsieur Antoine Eda. Alors, Gassi Assi, c'est un nom assez particulier. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à mettre en place le projet Gassi Assi et comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça vous a permis de réaliser? Merci Elisabeth, et merci chers panélistes, merci à tous quand même pour cette opportunité qui m'est donnée quand même pour faire partie de cet partage d'expérience. Alors, je vais commencer d'abord par une brève présentation quand même d'Assila Assimi Solidarité, qui est une institution de microfinance sociale au Togo qui a été mise en place par l'ONG française Entrepreneurs du Monde, dont la mission est quand même d'offrir un accès durable à des services de microfinance sociale adaptés pour les personnes vulnérables ayant un accès limité aux institutions de microfinance classiques pour leur permettre de mener des activités de génératrices de revenus et quand même d'améliorer leurs conditions de vie. À Silassimé, il y a le volet social qui est un peu plus accentué du moment où il y a des travailleurs sociaux qui appuient quand même nos animateurs qui sont les agents de terrain sur le terrain pour accompagner nos bénéficiaires.
Alors, Garcia Assis, au départ, depuis, il y a de cela quelques années, lors des enquêtes de satisfaction, et lors des retours de nos bénéficiaires suite aux plaintes qu'on recevait, ils posaient quand même des difficultés à avoir quand même accès quand même à leur compte lorsqu'ils se déplacent, par exemple, à l'intérieur. Si je prends par exemple les commerçants de céréales qui vont en milieu rural pour se procurer des céréales pour venir revendre à Lomé. Et des fois, ces derniers sont victimes quand même de braquage ou de perte de fonds. Donc, ce qui nous a amené en interne à réfléchir, à mettre en place quand même un produit pour quand même aider nos bénéficiaires quand même à avoir un accès plus facile à leurs fonds, même en déplacement ou peu importe là où ils se trouvent. D'où la mise en place du service Garciasi, qui est un produit d'épargne digitale qui permet, même en tout temps, en tout lieu, 24 heures sur 24, d'avoir accès à son compte et de pouvoir consulter même le solde si l'on le souhaite. Donc, voilà un peu de façon résumée quand même le produit Garciasi. D'accord. Alors, les clients peuvent consulter leur compte à tout moment, 24 heures sur 24, ils peuvent épargner. Mais qu'est-ce que ils peuvent avoir en plus? On a bien compris que ce service était aussi adossé en quelque sorte à du crédit. C'est bien ça? Oui, effectivement. La distribution du crédit fait partie quand même aussi des missions d'Assil Assimé. Donc, à part le service Gassi Assis, il y a des crédits que nous offrons aux bénéficiaires à travers des groupes organisés. Maintenant, la gestion de ce crédit est quand même accompagnée par des séances d'éducation financière qui sont réalisées en 3 langues, dont 2 langues qui sont couramment parlées au Togo, à savoir l'Evé et le Kabylie. Maintenant, ces modules de formation, avec ce projet de digitalisation, nous les avons transformés nous les avons conçus et diffusés sur des écrans en agence. Ça veut dire que même si les clients sont là pour les opérations en agence, il y a des modules qui sont passés en agence pour leur permettre quand même de comprendre un peu ce que c'est le produit, de comprendre un peu comment il faut quand même l'utiliser. N'oublions pas que nous travaillons avec des couches un peu vulnérables, où la plupart sont analphabètes. Donc, il est quand même important d'apporter cette partie formation-là quand même pour contribuer à la réussite de ce projet. D'accord. Et en termes de défis ou de difficultés ou challenges, si on peut les appeler comme ça, quel a été le plus gros défi auquel vous aviez dû faire face? Le ou les plus gros défis, si je peux le dire, c'est déjà, il y a un manque de personnel qualifié parce que la mise en place de la digitalisation nécessite quand même des compétences spécifiques. N'ayant pas des experts dans le domaine, on a jugé bon quand même d'être accompagné par des experts chevronnés, ceux qui sont qualifiés dans le domaine pour pouvoir mener à bien ce projet. Et après ça aussi, il y a aussi la capacité des fournisseurs qu'on avait identifiés à pouvoir répondre au cahier de charges qui leur était soumis. Ce qui a fait qu'arrivé à un certain moment, on a dû changer quand même on a dû changer certains fournisseurs pour pouvoir avancer parce que sur certains produits, il y avait des retards qui étaient constatés. D'accord. Et une dernière question avant que on ne passe aux questions de l'audience. N'hésitez pas, je vois quelques questions qui continuent de rentrer dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans quelques minutes, nous allons passer à la session questions-réponses. Donc, Monsieur Antoine Eda, quelle pourrait être la plus grosse leçon que vous tirez de cette expérience d'expérimentation de ce projet? Alors, la plus grosse leçon qu'on peut tirer quand même de ce projet de digitalisation est quand même qu'à travers quand même l'éducation financière via le digital,
on peut quand même faire passer facilement le message et toucher beaucoup plus de bénéficiaires et impacter quand même les conditions de vie des populations vulnérables. D'accord. Merci beaucoup. Et ça me permet de revenir chez mes autres panélistes pays. Je vais repartir en sens inverse avec Monsieur Mathieu Soglono. Pour vous, c'est quoi la plus grosse leçon qu'on peut tirer de l'expérience de la FESICAM? Ok, merci beaucoup. Pour moi, hein, en termes de leçons, il faut comprendre qu'il y a de l'épargne au niveau du monde rural. Il y a les ressources. Les populations n'attendent que les meilleures institutions en qui elles ont confiance pour épargner. La seconde leçon que je tire, c'est qu'il y a de l'ingéniosité et de l'activité également en milieu rural. Il y a des opportunités de création d'emplois en milieu rural. Et il suffit d'accompagner nos populations à l'éducation financière de qualité, mais également des produits et services financiers adaptés pour faire éclore le potentiel qui est dans nos populations. Je note aussi que nos institutions aujourd'hui, en termes de leçons, ont la capacité de s'adapter et de gérer le changement lorsque cela devient nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est les trois leçons que j'ai tirées de cette expérience-là. Et finalement, la transformation digitale devient une nécessité pour toutes les institutions financières. Aujourd'hui, les banques sont en avant, mais les institutions de microfinance doivent accélérer pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Merci. Merci à vous. On finit avec Monsieur Keita de Camide. Alors, la grosse leçon de Camide, de Benso Djamano, ce serait quoi? Oui, pour nous, c'est effectivement le fait que cette méthodologie nous a permis également de travailler sur les activités économiques, le développement économique avec l'élaboration des modèles économiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, la leçon que nous tirons, c'est qu'on s'intéresse, en plus même de l'effet du groupe, à chaque femme individuellement dans le groupe, quelle activité elle mène et comment on peut l'aider à développer son activité. Et cela nous a amené effectivement à faire des modèles économiques pour les cultures hivernales qui n'étaient pas du tout financés par l'institution de microfinance. Et puis de deux, les activités telles que des petits poulaillers, et la culture d'oignons et même l'expérimentation du warrantage. Et ça, c'est vraiment une leçon que nous tirons de la collaboration avec le groupe IRDM. Merci beaucoup à vous, Monsieur Keita, Monsieur Sokono, Monsieur Eda. Donc, l'éducation financière est importante. Donner plus de perspectives aux institutions de microfinance, c'est important aussi. Il y a de l'épargne dans les zones rurales et même chez ces populations à faible revenu qui ont juste besoin d'être plus encadrées. Et donc, des initiatives comme celle de SCBF sont encouragées. D'ailleurs, nous l'avons entendu de Madame Dabo. Alors, je reviens à vous, Madame Dabo. Qu'est-ce que vous inspire toutes les approches qui ont été présentées, les solutions qui ont été implémentées et comment est-ce que vous encouragez ce type d'initiative dans la zone UEMOA? Je vous remercie, Madame le modérateur. Je voudrais tout d'abord me réjouir des initiatives qui sont présentées par les institutions de microfinance que nous avons visualisées, des initiatives de digitalisation et d'éducation financière et féliciter les acteurs qui les portent dans les trois pays concernés. La Banque centrale a réalisé tout récemment une étude sur l'état des lieux des besoins des populations cibles de la stratégie en produits et services financiers innovants. Et cette étude a démontré que placer les clients au centre des offres de services financiers contribue certainement à améliorer leur accès à l'utilisation de ces services et également à renforcer la confiance qu'ont ces populations cibles envers les institutions financières. Et comme vous le savez, lorsqu'un client bénéficie de produits et services qui sont adaptés à ses besoins, donc il fait déjà un premier pas vers l'autonomisation. Alors, en offrant donc des produits qui sont adaptés aux femmes, comme on l'a vu dans la vidéo,
et également les autres cibles de l'inclusion financière que sont les jeunes, les populations rurales et également les petites et moyennes entreprises, notamment via l'utilisation du téléphone portable. Nous sommes certains donc d'atteindre les objectifs d'inclusion et d'éducation financière des populations de notre zone. Et comme vous le savez, la Banque centrale a compris cela déjà dès le début des années 2010 et encourage dans ce sens tous les acteurs privés comme les acteurs publics, à se lancer dans cette dynamique autour des questions de digitalisation, des questions numériques et également d'éducation financière, notamment en faveur des populations ciblées. Alors, dans ce cadre, la Banque centrale a lancé un certain nombre d'initiatives, non seulement en termes de digitalisation, mais d'éducation financière. Et permettez-moi d'en évoquer quelques-uns ici. Donc, au titre de la digitalisation, je voudrais citer toutes les actions que la Banque centrale a conduites tout récemment au cours des 3 dernières années pour professionnaliser davantage le secteur de la microfinance. Donc, à ce titre, je voudrais citer le projet d'accès des institutions de microfinance au système de paiement régional, notamment le paiement de masse que nous appelons SICA-UMOA, qui permet à ces institutions d'améliorer et de développer l'usage de leurs moyens de paiement en faveur des populations. Et dans le cadre de ce chantier également, la Banque centrale a contribué à l'amélioration des systèmes d'information de gestion des institutions de microfinance et en train de conduire également des chantiers d'implémentation des centres de traitement informatique qui va permettre aux institutions de microfinance d'améliorer un peu leur comptabilité et donc leur système d'information. Donc, par rapport à cela, la Banque centrale a élaboré et diffusé sur son site Internet un guide qui concerne la digitalisation des opérations financières des institutions de microfinance et j'encourage fortement le secteur de la microfinance à s'approprier de ce guide. Alors, à côté de ces actions, nous avons également initié un certain nombre de sensibilisations de l'écosystème financier. Donc, j'en voudrais pour exemple une action que nous avons réalisée en début d'année qui a regroupé près de 700 participants, donc en provenance des différentes parties qui sont concernées par ces thématiques. Et nous avons réussi au cours de cette rencontre nous avons réussi à échanger sur les initiatives de digitalisation qui sont en cours, d'inciter les acteurs à avoir un plan d'action en faveur de la digitalisation de leur activité. Alors, à côté de la digitalisation, je voudrais également évoquer tous les travaux qui sont en cours en matière d'éducation financière. Et en ce sens, la Banque centrale a adopté en 2020 le programme régional d'éducation financière. Et par rapport à cela, nous incitons également chacun des États à disposer d'une stratégie nationale d'éducation financière. Donc, au Bénin, au Togo et au Mali qui sont concernés par ce webinaire, je sais que les dispositions sont en cours pour doter ces pays de stratégies nationales d'éducation financière qui sont propres à leur spécificité. Et dans cette stratégie, nous avons privilégié le canal numérique, donc qui est le canal le plus usité, comme l'a dit M. Soblonou, et nous avons également privilégié les langues locales et nous avons recensé dans chaque pays 2 langues locales qui sont les plus couramment parlées par les populations. À côté de cela, je voudrais également évoquer les efforts que nous menons sur le volet réglementaire pour accompagner les innovations, notamment tous les travaux de révision des textes qui portent sur les modalités d'exercice des activités de monnaie électronique, sans oublier également le projet de révision de la loi sur la microfinance. Alors, à côté de cela, je voudrais également terminer en disant que la Banque centrale conduit d'autres projets qui visent également la digitalisation, à accompagner le processus de digitalisation des acteurs. Donc, il y a notamment le projet d'interopérabilité des services financiers, donc qui sera
prochainement mise en œuvre. Je voudrais également citer l'opérationnalisation du Bureau de connaissance et de suivi des FinTech, les FinTech aujourd'hui apparaissent comme des partenaires privilégiés des institutions de microfinance, en ce sens qu'elles peuvent leur apporter des solutions qui peuvent leur permettre de digitaliser leur offre à l'endroit de leur clientèle. Et enfin, nous avons une étude sur la mise en place d'un système d'identification unique des usagers des services financiers dans la zone. Alors, c'est bien bon, toutes ces actions de digitalisation qui favorisent le développement d'un environnement numérique adapté aux populations, mais je voudrais quand même me prononcer sur des points d'attention, notamment la nécessité de trouver un équilibre entre les innovations financières qui sont en cours aujourd'hui au niveau des institutions et les parcours des bénéficiaires finaux que sont les consommateurs des services financiers. Donc, il faudrait veiller à ce que ces nouvelles technologies soient bien adaptées, soient correctement utilisées sans compromettre ni la sécurité ni la protection des usagers des services financiers. Et enfin, inviter également en tant que régulateur du secteur financier les acteurs à prendre en compte des actions de contrôle à tous les niveaux, notamment toutes les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives, sans oublier la traçabilité des transactions et également tout ce qui concerne la cybersécurité et la lutte contre la fraude. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dabo. Merci à tous nos panélistes. Donc, nous retenons que dans la zone UEMOA en général et surtout dans les pays qui sont concernés ici, le Togo, le Bénin et le Mali, il y a beaucoup d'évolutions qui a pu être constatées en matière d'amélioration de l'inclusion financière, mais il y a encore des défis. Et ces défis-là nous amènent à faire un focus, comme l'a conseillé d'abord déjà le régulateur, Madame Dabo, de mettre un focus sur l'éducation financière, mais aussi de mettre un focus sur l'adaptation des services et des solutions développées par rapport aux réalités et aux besoins des clients. Et nous avons vu, que ce soit avec Camille, que ce soit avec la CIF ou avec Acela Cimé, que les projets qui ont été développés mettaient effectivement un accent sur la satisfaction des besoins identifiés des populations qui étaient desservies. Alors, je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vais juste une fois de plus remercier tous nos panélistes et nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses. Et nous commençons avec la première question qui est adressée à Camille et qui dit, concernant l'utilisation de la fédération par la Camille comme porte d'entrée pour accorder le crédit aux femmes vivant dans le monde rural, bien que l'approche soit bonne, l'impact sur le coût du crédit est assez important. Quelles sont donc les dispositions qui sont prises pour atténuer cet impact? Aussi, le recours du lettré du village pour encadrer les femmes. Quels sont les incentives, donc les bénéfices que ces personnes-là reçoivent afin de s'assurer qu'ils accompagnent ou que ces personnes-là accompagnent effectivement bien les différents groupes? La question est adressée à Camille. Donc, Monsieur Keita. OK, merci beaucoup et merci pour la question. L'utilisation de la fédération, effectivement, on doit comprendre que la méthodologie du groupe IRDM est structurée à 3 niveaux. Les groupes au niveau du village et l'ensemble des groupes se structurent en association villageoise qu'on appelle VO. Et les VO de chaque village au niveau de la commune s'associent pour créer la fédération. Et au niveau du fonctionnement de chaque groupe, il y a 5 principes qui est clé à laquelle la fédération veille. Le premier, c'est de participer physiquement à la réunion du groupe, de venir à la réunion avec la cotisation hebdomadaire, de prendre le crédit dans le groupe, de rembourser le crédit à échéance et de participer en fin de réunion à l'opération de billettage, c'est-à-dire la confrontation de sol physique et sol théorique. Et une fois que les femmes respectent ce principe, et leur demande de crédit au niveau du groupe est validée par la VO et la VO fait une analyse. La VO, une fois validée, amène la demande au niveau de la fédération et la fédération prend la décision finale. Et cela, effectivement, amène à donner des crédits aux femmes qui respectent les principes et ça évite effectivement toutes les difficultés liées effectivement au remboursement du crédit.
Mais la fédération est utilisée parce que c'est elle qui fait tout ce processus. Elle possède déjà des personnes de ressources communautaires. C'est elle qui gère ces personnes, les meilleures femmes qui ont été identifiées dans chaque groupe et dans chaque village. Et la fédération les utilise pour faire le suivi, le contrôle de l'ensemble des activités. Donc, les décisions sont prises effectivement avec la participation de ces dernières. Maintenant, le fait que certains groupes utilisent quelqu'un qui est lettré dans le village, cette personne, son rôle, c'est tout simplement d'aider à écrire, c'est-à-dire les informations hebdomadaires. Et généralement, la fédération et le groupe, effectivement, payent un peu d'argent pour la personne. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, il y a une petite motivation qui fait que ces personnes le font vraiment avec du cœur. Et également, il y a une femme qui est désignée et qui reste à côté de la personne et chaque fois et qui apprend au fur et à mesure jusqu'à ce que le groupe devienne autonome dans ça. Il y a en plus l'accompagnement quand même de Camille qui organise pas mal de sessions de formation pour que l'ensemble des secrétaires de groupe maîtrisent effectivement la saisie au niveau de la fiche individuelle. Je pense que c'est les questions qui m'ont été posées. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses, M. Keita. Alors, nous passons à la deuxième question. Il commence à avoir beaucoup de questions. Donc, nous passons à la deuxième qui dit l'utilisation de la monnaie électronique a été une bonne opportunité pour améliorer l'accès aux services financiers. Comment l'épargne planifiée facilite le montage du dossier pour un crédit digitalisé et quelles sont les leçons apprises de cette approche? Donc, la question est adressée à M. Soglono de la CIF. Merci beaucoup. Il faut dire que le produit épargne planifié digitalisé a été bâti sur le plan planifié. Dans cette épargne planifiée, le client épargnait et à la fin du mois, il venait récolter sa mise pour faire ses activités. Il pouvait épargner sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, il nous a paru nécessaire de faciliter l'accès aux ressources de nos clients qui étaient assez réguliers et fidèles dans la mise en place des ressources dans nos institutions. Et quand on a commencé par introduire la version digitalisée de la collecte de l'épargne, nous nous sommes dit, en révisant nos procédures, qu'on pouvait autoriser les clients qui étaient réguliers dans la collecte de l'épargne, qui étaient réguliers dans la mise en place de l'épargne, à accéder à un pourcentage des ressources espérées à la fin de la période sous forme de crédit. Donc, si un client épargnait, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 000 par jour, ça lui fait 300 000 par mois, il pourrait accéder à des crédits dans l'ordre de 2 à 3 fois de 300 000 par mois parce que c'est un client à qui nous faisons confiance. Donc, nous faisons la mise en place des crédits sur la base de l'historique que ce client a avec nous. Cet historique que nous avons déjà sur nos instruments digitaux. Mais ça nous a permis également de réfléchir à commencer par digitaliser nos process pour des crédits plus structurés. Pour aller sur des crédits ordinaires, qui ne sont pas des crédits qui sont adossés nécessairement à l'épargne planifiée. Et c'est à cette étape que nous sommes aujourd'hui pour tenir des comités de crédit en ligne afin que les décisions soient prises en ligne. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, M. Sokono. Alors, je vais passer à M. Diallo de la SCBF. Alors, il y a 2 questions pour vous. La première, quel est votre modèle de partenariat avec les institutions que vous soutenez? Le modèle est-il durable dans l'accompagnement de la DC? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'espère que vous comprenez. Et la deuxième question, je vais vous les poser toutes les deux en même temps et vous pourrez répondre en une fois. C'est la SCBF a-t-il des partenariats avec des banques? Sinon, pourquoi les choix des institutions de microfinance? D'autant plus que le taux d'intérêt, 12% en moyenne, me semble encore élevé. Donc, à vous la parole, Boubacar. Merci pour les questions. Je vais commencer par la dernière. Pourquoi on ne travaille pas avec les banques? Mais nous travaillons avec les banques, en fait. Même dans notre région, on travaille avec quelques banques. Par exemple, la Banque agricole du Sénégal est dans notre portefeuille. Cette banque a accepté de développer des produits d'hygiène et assainissement, des produits de financement, des toilettes et tout ça.
donc à développer un projet que nous cofinançons avec eux. Donc, nous n'excluons personne. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance dans le portefeuille, Allianz, AXA et tout ça, avec qui on a développé des produits à l'intention de cette cible un peu à revenu faible. Donc, toutes les banques qui seraient intéressées à aller vers cette cible, à prendre un peu plus de risques, on serait bien content de développer des partenariats avec. Deuxième question, le modèle. Pour le modèle, je veux dire deux choses. Première chose, c'est que le modèle actuel, c'est nous finançons l'appui technique au niveau des institutions partenaires. Mais en fait, c'est un modèle que j'appellerais je qualifierais de public-privé. Parce que nous, effectivement, nous recevons argent public de STC. STC, c'est l'agence suisse de coopération que je tiens à saluer ici. C'est notre principal bailleur de fonds. Ils ont eu la vision d'appuyer à ce dispositif pour nous amener à aider les gens à prendre un peu plus de risques, à aller vers cette cible où ils seraient probablement pas décidé d'aller sans un petit coup de pouce. Donc, merci à la coopération suisse pour ça. Effectivement, le public-privé, ça veut dire que nous recevons les fonds des STC, du public, mais nous utilisons un effet de levier, c'est-à-dire que ces fonds sont contrebalancés par des investissements que les institutions font à leur niveau. Si je prends par exemple les projets de digitalisation, nous finançons l'appui technique. Quel appui technique, hein? Rien d'autre. L'institution achète tous les matériels, fait les gros investissements pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment un partenariat entre nous et le privé, entre le privé et le public, mais à travers nous. Votre question reste toujours valide. Est-ce que notre modèle est viable sans SDC? Oui, pour le moment, on est vraiment lié à ce financement pour le moment, mais nous avons amorcé les réflexions. SIBF a développé une nouvelle stratégie sur 2030. Pendant l'implémentation de cette stratégie, nous allons tester de nouveaux instruments. Il y aura des instruments de prêt, il y aura des instruments comment vous dites ça en français, des grandes qu'on retourne, etc. Donc, il y aura des instruments innovants que nous sommes en train de mettre en place pour effectivement soutenir cette durabilité dans le temps. Merci. Merci, Monsieur Diallo. Alors, deux autres questions, cette fois-ci pour Madame Dabo de la BCAO. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est possible de consulter le rapport d'études réalisé par la Banque centrale que vous avez évoqué dans votre intervention? Et la deuxième question est celle-ci. Existe-t-il des initiatives concrètes au niveau de la BCAO en vue de rapprocher davantage les taux d'intérêt pratiqués par les institutions de microfinance à ceux des banques qui sont en moyenne à 8-9%? Vous avez la parole, Madame Dabo. Je vous remercie. Donc, pour la première question, le rapport n'est pas encore disponible pour consultation par le public. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, vous pourrez vous connecter aussi de la Banque centrale pour pouvoir disposer du contenu de ce rapport. Alors, pour la seconde question, s'il existe des initiatives, je veux dire qu'il faudrait peut-être pas confondre tous les services, la tarification des services financiers digitaux avec la tarification des services financiers conventionnels qui sont fournis par les institutions de microfinance. Alors, la Banque centrale, dans le cadre de la surveillance du secteur, bien évidemment, a fixé des plafonds le taux d'intérêt d'usure que les institutions de microfinance ne doivent pas dépasser. Mais à côté de cela, ce que je voudrais dire, c'est que sur ce qui concerne la digitalisation des services financiers, quand même, je veux dire l'intervention de certaines fintechs ou de certains établissements émetteurs de monnaie électronique dans la zone contribue quand même à faire baisser le coût de la tarification de certains services. Et en interne, nous sommes en train de mener des réflexions en ce sens pour voir, à l'instar de ce qui a été fait pour les banques, pour déclarer un certain nombre de services financiers
délivrés à titre gratuit. Donc, des réflexions similaires sont en cours pour étendre la même mesure non seulement aux institutions de microfinance, mais également aux établissements émetteurs de monnaie électronique. Voilà ce que je peux dire à ce stade de nos réflexions. Ok, merci à tous. Merci à vous, Madame Dabo, et merci à tous pour vos questions. Il y a encore une question pour vous, Madame Dabo. Je reste avec vous avant de prendre la dernière et de prendre vos avis, les avis de tous les panélistes. Alors, la question est celle-ci. Pouvez-vous nous partager le lien d'accès à la réglementation de fonctionnement des institutions de microfinance dans l'espace de l'UEMOA CEDEAO? D'accord, c'est disponible sur le site internet de la BCAO. Je pense l'onglet microfinance, mais nous allons partager ça tout de suite dans la boîte des chats. D'accord. Donc, Mais je précise quand même oui, allez-y. permettez-moi de préciser quand même que la loi microfinance, la loi sur la microfinance est en cours de révision. Et je pense que d'ici à la fin de l'année, un nouveau projet de texte sera disponible. D'accord. Merci pour ça. Donc, nous allons prendre la dernière question pour l'ensemble du panel. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que l'équipe technique a mis en place un sondage pour des questions, pour avoir votre feedback et votre retour de ces échanges. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est à votre disposition. Vous devez le voir en anglais et en français, l'un après l'autre, je pense. Mais soyez attentifs à cela. Merci d'avance. Alors, je vais faire un dernier tour de table et vous êtes la seule dame. Je vais commencer par vous, Madame Dabou. La question est celle-ci. L'inclusion financière étant en marche, quels sont les principaux défis pour les prochaines années en vue d'accroître la vitesse de l'inclusion financière, bien sûr, mais aussi de pouvoir gérer les différents risques liés à ce processus d'inclusion financière? Juste et succinctement, si vous pouvez peut-être parler d'un défi ou de deux sur les prochaines années, ce serait bien avant qu'on ne passe au prochain panéliste. D'accord. Donc, je voudrais tout d'abord citer la faiblesse des infrastructures publiques, donc télécommunications, Internet, la fragmentation des systèmes de paiement, d'où la mention au projet d'interopérabilité qui viendrait créer un ensemble unifié des systèmes de paiement dans la zone. Nous avons également l'usage toujours important de la monnaie fiduciaire dans notre zone et la faible utilisation de la carte bancaire. Sans oublier les problèmes d'éducation financière, d'absence d'identification que nous avons évoqués. Et également, lorsque je parle précisément des institutions de microfinance, je voudrais évoquer la question de la faiblesse des systèmes d'information et la nécessité d'une professionnalisation accrue de ce système. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Dabo. Alors, Monsieur Soglono, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi les prochains défis sur les prochaines années? Le plus gros défi, je crois que Madame Dabo en a déjà parlé, je ne vais pas la répéter, mais ce qui est plus important pour nos États, c'est d'investir dans les infrastructures publiques et numériques. C'est très important pour soutenir la transformation numérique de nos États et de nos institutions, afin que les services publics numériques soient les plus adoptés pour faciliter également l'accès aux services financiers. Nous devons travailler aussi sur l'éducation financière, notamment en lien avec la digitalisation. Nous devons travailler sur la sécurisation de nos États contre l'insécurité numérique, donc la cybersécurité. Il faut travailler suffisamment pour sécuriser nos États, nos institutions. Si nous arrivons à faire ces choses-là et éduquer nos populations, également encourager de plus en plus nos jeunes à prendre le risque dans le numérique, je pense qu'on pourrait, sans risque de se tromper, que l'Afrique ne va pas rater le train de la 4e révolution industrielle qui consiste sur le numérique. Merci. Merci à vous. Nous passons à Monsieur Keita. Quel est votre avis sur le sujet, Monsieur Keita? Ok, merci encore, Elisabeth. Moi, je me concentrerai sur effectivement ce qui me concerne au niveau de mon réseau. Pour moi, le prochain défi pour les années à venir serait effectivement d'amener, de répliquer ce modèle dans l'ensemble des communes
où nous intervenons. Et moi, personnellement, je me suis aussi donné comme vocation, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, d'amener cette méthodologie auprès des autres structures de microfinance jusqu'à atteindre, sortir 1 million de femmes maliennes de la pauvreté. Ça, c'est vraiment mon souci personnel. Merci. Merci beaucoup. Ceci très noble et nous vous encourageons et espérons que vous allez pouvoir atteindre cet objectif bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Ida, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pensez des prochains défis sur les Alors, prochaines années? sans se répéter tout ce que mes précédents ont dit, je pense que quand même il est important aujourd'hui d'encourager les institutions de microfinance à aller vraiment dans le milieu rural. Parce que, les institutions de microfinance ont un peu peur quand même d'aller vraiment dans le secteur rural, alors que c'est un secteur vraiment qui a besoin d'appui si nous souhaitons effectivement avoir quand même cet impact-là en matière d'inclusion financière. Et aussi, je pense qu'avec avec la digitalisation, il y a l'apparition quand même de beaucoup de risques aujourd'hui qu'il convient quand même d'essayer quand même de gérer, et les ressources humaines ont quand même besoin d'être outillées en termes de formation et d'appui extérieur. Peut-être pour finir, je vais peut-être et souligner aussi le phénomène du surendettement. C'est vrai, on encourage l'inclusion financière, mais il faut quand même arriver à financer ceux qui sont réellement dans le besoin. Et je pense que les institutions de microfinance devront quand même travailler plus pour aller vers cette cible-là si nous souhaitons vraiment avoir un impact sur la réduction de la pauvreté. Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Diallo, vous êtes avec la SCBF et je pense que tout ce que nos autres panélistes ont évoqué sont vrais pour vous aussi. Mais vous êtes dans le milieu, vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous travaillez dans les différents pays, Bénin, Togo, Mali. Quelle est votre lecture des prochains défis sur les prochaines années dans cette zone spécifique? Votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Oui, franchement, ils ont tout dit par rapport aux défis. Ce qu'ils ont dit, c'est exactement les défis majeurs. Je voulais juste mentionner la question de la protection des consommateurs, parce que pour moi, le futur va être digital. Et pour renforcer la confiance des gens dans le système, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire à commencer par des produits d'abord adaptés. Il ne faut juste pas qu'on dise, bon, on va développer tel produit, ça va nous rapporter tel bénéfice, machin. Il faut également penser vraiment aux clients en concevant ces produits. Il faut penser à la cybersécurité, comme il a dit, c'est extrêmement important. Tout ce qui est de nature à renforcer la confiance de tout le monde dans le système et à booster l'usage des produits. Parce que les produits digitaux, s'il n'y a pas d'usage, ça ne sert à rien du tout. Donc, il faut qu'il y ait des usages répétés et cela exige de la confiance. Donc, travaillons sur tout ce qui est protection des clients, tout ce qui est produits adaptés, tout ce qui est coût également. Parce que pour moi, c'est un aspect important à prendre en compte dans le design des produits et ne pas négliger la protection des données. Parce que nous sommes dans un monde où les données se retrouvent un peu partout, on laisse des données partout et ça peut nous rattraper ici ou demain. Donc, ce genre de choses doivent être extrêmement prises en compte dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Merci encore à tous les panélistes. Merci à l'audience qui a été fantastique avec toutes les questions qui ont été posées. Nous retenons que malgré les défis qu'on rencontre aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'il y a des initiatives, parce qu'il y a des institutions et des personnes qui sont dédiées à pouvoir œuvrer pour améliorer l'inclusion financière et surtout à mieux comprendre les besoins des populations et adapter des solutions. Et dans le futur,
plein de défis qui ont été évoqués. Je ne vais pas revenir sur tous, mais il faut plus d'infrastructures. Il faut penser en incluant la technologie à la sécurité, la cybersécurité, à la protection des données, à la protection même des usagers, des utilisateurs, consommateurs de ces services-là. Donc, une fois de plus, merci encore à vous. Je vois qu'il y a quelques autres questions. N'hésitez pas à repasser sur les différents sites de notre partenaire SCBF, du site de la BCAO et des autres institutions panélistes, des panélistes qui ont été avec nous aujourd'hui pour consulter. N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions via notre site MSC si vous en avez d'autres et nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous apporter des réponses. L'enregistrement de ce webinaire sera mis à disposition sur notre site et restez connectés sur les prochaines semaines, notamment à partir de la semaine prochaine, pour avoir encore plus d'informations détaillées sur ces approches et nous espérons que les conversations que nous avons tenues aujourd'hui ont pu vous édifier par rapport à l'inclusion financière et à l'autonomisation des populations à faible revenu dans ces différents pays et notamment dans la zone UEMOA. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.